Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech, édition pré-Halloween. Alain McKenna ici. Édition spéciale aussi, je devrais dire, parce que Pascal Forget, que vous savez, est toujours avec nous, n'est pas présentement ici, immédiatement, dans l'instant présent avec nous, mais il va nous rejoindre dans un instant. On a une édition spéciale parce qu'on a envoyé Pascal en éclaireur à Paris, d'entre toutes les villes de l'univers, parce qu'a lieu à Paris en ce moment même un événement qui s'appelle le SEO Summit, qui est un événement qui traite de choses peut-être techniques derrière l'Internet moderne, derrière le web tel qu'on le connaît actuellement, mais qui va être très révélateur sur les tendances du moment de l'Internet, sur l'apparition de l'intelligence artificielle dans ce créneau-là et de tout plein d'autres choses. Et il va nous parler de tout ça dans le deuxième segment du balado, qui va être une version un peu express, parce que justement, on va passer un peu plus de temps avec Pascal à Paris. Entre-temps, on salue pour bien lancer le balado, n'est-ce pas, nos partenaires qui sont avec nous à chaque semaine, TELUS et Plan Hub. Et le SEO Summit est un événement auquel on participe grâce aux gens de Planet Hoster, dont on a déjà parlé ici, qui sont les fameux hébergeurs de Laval, ou devrais-je dire hébergeurs québécois, pour les gens qui ont l'Internet souverain tatoué sur le cœur, n'est-ce pas? C'est une option à considérer. On va parler donc dans cet épisode de ce fameux SEO Summit de Paris. Et j'ai en primeur pour vous, après, une petite surprise qui n'en est plus une maintenant que je vais vous la montrer. C'est une nouvelle console portable signée Xbox. Donc oui, on peut enfin prendre la Xbox et l'amener avec soi sur la route sans que ce soit une grosse boîte encombrante. C'est la compagnie Asus, la filiale ROG, R-O-G, pour Republic of Gamers, qui a lancé ça cette semaine, le Xbox Ally X, qui est une console portable basée sur la console ROG Ally précédente, et qu'on revoit cette année, donc en cet automne 2025, avec les couleurs de la Xbox. Donc il y a des nouveautés, il y a des changements. J'en parle dans un instant, mais avant, on reste avec Pascal. En fait, on va rejoindre Pascal à Paris. Bougez pas, c'est tout de suite, ici maintenant, à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. Je vous l'avais dit tout à l'heure, on a une édition très spéciale parce qu'on a envoyé notre délégué international Pascal à Paris pour un sommet sur le SEO. Le SEO, c'est le référencement, c'est la façon dont les sites web apparaissent dans les moteurs de recherche, mais évidemment, avec l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus que ça. Et Pascal, tu es à Paris pour nous en parler et tu es un invité en plus, donc je te laisse aller avec ton invité. Ben oui, j'ai avec moi un conférencier qui a fait une très belle présentation, Nicolas Rabouille, qui a une entreprise d'optimisation de moteurs de recherche. Et tu as fait des découvertes récemment. Tu as présenté des découvertes intéressantes. Est-ce que tu peux nous résumer ça? Oui, rapidement, c'est que c'est très difficile pour les entreprises d'avoir une visibilité de ce qui se passe dans ChatGPT puis dans les autres outils de LLM. Et j'ai cherché à trouver une réponse à ça. Comment savoir qu'est-ce que les gens cherchent sur ChatGPT, combien de personnes en cherchent aussi. Puis en essayant de trouver cette réponse-là, j'ai pu développer un petit outil que j'ai partagé à tout le monde ici à Paris pour pouvoir utiliser les empreintes que les robots laissent sur un site web pour analyser quand est-ce qu'ils viennent, sur quel type de page ils viennent et tout. Comme ça nous donne une bonne idée de qu'est-ce que les gens recherchent et comment on peut se positionner sur les outils IA, en fait. Ça, c'est assez fascinant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le référencement web qui changent par rapport au référencement. Avant, je comprends que ça fonctionnait par mots-clés. Maintenant, ça fonctionne comment? Ben, ça a vraiment changé parce que les gens avaient une certaine manière d'écrire avant sur le web. On écrivait, admettons, plombier Montréal. On écrivait nous-mêmes des mots-clés sur Google parce qu'on savait que c'était ça la meilleure manière de trouver ce qu'on cherchait. Maintenant, avec le IA, ce qui est différent, c'est qu'on a plus une conversation naturelle avec l'outil. Puis l'outil, on peut parler de ChatGPT, par exemple, commence à nous connaître, savoir où on habite, tout ça au fur et à mesure qu'on a des conversations avec cette personne-là. Fait que maintenant, les réponses qu'il va nous donner vont être beaucoup plus contextuelles. Fait que c'est important de pouvoir couvrir tous les sujets possibles plutôt que juste un certain mot-clé spécifique. Maintenant, il faut vraiment changer la manière dont on optimise les sites web pour devenir une référence complète par rapport à un sujet donné. Donc, justement, disons, on parle encore d'un plombier, même si ce n'est pas nos clients type d'habitude, mais un plombier veut s'assurer qu'il va ressortir pour toutes les régions qu'il dessert, toutes les villes. Il faut que tu parles de plombier à Montréal.
Montréal, plombier à Québec, plombier pas cher à Québec, des choses Ouais, comme ben ça? ça, c'est un peu ce qu'on faisait avant, dans le sens qu'on aurait fait une page pour chaque ville, par exemple, pour essayer de les positionner, parce qu'on, ultimement, classiquement, sur les moteurs de recherche, on voulait un mot-clé par page. Donc, une page pour Laval, une page pour Montréal, par exemple. Et maintenant, vu que les LLM comprennent les contextes beaucoup mieux, il y a une manière d'optimiser son texte pour que ça soit plus facile pour l'LLM de comprendre que c'est quoi le contexte. Donc, plus besoin d'avoir une page par ville nécessairement, mais de donner une liste des villes desservies, par exemple, maintenant va plus fonctionner. Donc, des phrases complètes. Et Ouais, si les gens veulent l'outil, parce que j'ai trouvé ça fascinant d'apprendre, en ouais, fait, que c'est le moteur de recherche de ChatGPT qui ouais, est sans surprise le premier qui fait des petits robots qui ouais, visitent ton site. Puis, une dernière chose avant de quitter, Alain, si tu permets, le truc que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a deux grands types de ouais, moteurs de recherche qui vont, avec les robots, chercher sur ton exactement. site. C'est ceux qui sont pour la recherche. Écoute, je te laisse expliquer. Oui, ben en gros, c'est qu'il y a deux manières pour OpenAI, de ChatGPT, d'aller chercher du contenu. Euh, il fait ce qu'on appelle de l'entraînement, où est-ce qu'il va sur ton site de manière constante pour connaître, améliorer sa base de données et sa base de connaissances. Mais ces bases de données-là, souvent, sont figées dans le temps. Puis Mhm. la dernière base de données qui est offerte avec OpenAI date de septembre 2024. Donc, tout ce qui a été fait depuis ce temps-là, il n'y a pas les informations dans sa mémoire, À sa jour. connaissance générale à jour. Donc, pour éviter les hallucinations, parce qu'on les a vécues beaucoup, les hallucinations dans le passé, il y a un deuxième type de robot qu'on appelle les robots grounding qui vont venir pour répondre à une question spécifique. Donc, si ChatGPT n'a pas la réponse, il va aller sur Google, il va faire plein de recherches pour toi, il va prendre une réponse et te faire une réponse complète pour toi. Puis ces robots-là, on peut analyser qu'est-ce qu'ils font, quand est-ce qu'ils viennent sur notre site. Qu'est-ce qu'ils Donc, demandent? qu'est-ce qu'ils demandent, puis si on regarde qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce qu'ils demandent, on est capable d'extrapoler puis de comprendre un peu plus c'est quoi c'est quoi que font les utilisateurs sur ChatGPT en fait. Merci beaucoup. Peux-tu nous donner ton site web pour que les gens puissent en savoir plus sur ton outil, puisque tu l'offres Oui, gratuitement? c'est gratuit. Moi, je fais ça pour qu'on aille un peu plus loin parce que c'est tellement nouveau, toute la visibilité sur les ChatGPT et compagnie que tous les experts sont quand même en train de continuer d'essayer de raffiner la recette, trouver des solutions. Il y a beaucoup de gens qui se chicanent sur un paquet Oui. de sujets avec ça. Donc, j'essaie de faire ma part puis de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leurs tests. Ça prend accès au serveur, ça prend une certaine technique, ça prend accès au serveur, aller chercher les logs serveurs. Mais une fois qu'on a ça, puis on est capable de les avoir avec une recherche Google ou on peut demander à ChatGPT de nous aider à aller les chercher. Une fois qu'on les a, ça me donne une meilleure idée. Donc, vous pouvez simplement aller sur le site de rablab.ca. Dans le menu Agence, il y a un outil qui s'appelle AI Crawl Analyzer et vous allez pouvoir commencer à analyser vos trucs comme ça. Sinon, on fait aussi un audit gratuit qui est beaucoup plus simple à utiliser, qui permet, vous mettez votre site web, vous mettez vos informations et ça va vous donner un rapport qui dit, bon, est-ce que votre site web est bien optimisé? Est-ce que tous les paramètres que les robots et ChatGPT regardent sont à jour et sont bons pour vous? Donc, ça permet de faire un audit, d'avoir leur juste sur est-ce le site est en santé ou pas. Merci beaucoup, Nicolas Rabouille. Alain, à toi, à Montréal. Ben oui, merci Pascal, merci Nicolas. Nicolas Rabouille, je rappelle de rablab.ca. Vous pouvez aller voir ça, ça va vous donner des outils. Si vous avez un site web ou si vous voulez voir en fait comment fonctionnent les outils derrière les sites web, les fameux robots de Google, mais aussi l'intelligence artificielle. Merci Pascal. Du SEO Summit, on aura certainement l'occasion de faire un suivi la semaine prochaine. C'était un peu une version express du segment qu'on a l'habitude à ce stade-ci de la balade d'une tasse de tech. Restez avec nous par contre parce que dans un instant, on va poursuivre. J'ai une petite surprise pour vous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. C'est le moment de l'émission où généralement Pascal et moi vous présente évidemment notre gadget de la semaine. Pascal vous a présenté la conférence de la semaine et on va le laisser revenir de Paris tranquillement. Je vais vous présenter le gadget, la nouveauté de cette semaine. Ah, vous voyez même l'écran de verrouillage si vous regardez la vidéo, qui se trouve à être la console Xbox Ally X de Rogue, de la marque Asus, mais aussi de Microsoft, qui est en fait une production conjointe, disons-le comme ça, qui se veut la première, et on peut mettre des guillemets autant qu'on veut, là, mais la première console Xbox portable officiellement mise en marché, conjointement avec Microsoft. C'est pas Microsoft qui fabrique le produit, évidemment, c'est la marque Rogue, qui est une marque de produits électroniques et informatiques qui existe depuis plusieurs années, qui fait des ordinateurs de jeux vidéo, mais des ordinateurs plus puissants
qui font aussi dans toutes les tendances du moment, incluant l'intelligence artificielle générative, et qui ont mis en marché dans les dernières années la console portative Ally. Je pense que l'original a été mise en marché il y a 2 ans, 2023. On a lancé la Rogue Ally X l'année dernière, qui est une version un peu plus costaud de cette console portable-là. Et on revient cette année avec cette version-là, la Xbox Ally X, qui, à mon avis, est un peu un gros orteil pour Microsoft, qu'on peut maintenant tremper dans l'eau chaude de la console de jeux vidéo portable pour voir si effectivement on va accrocher, ou en tout cas si l'eau est bonne, si on peut s'y baigner, et si on va accrocher le public de joueurs qui, dans le portable, vous le savez, a un choix relativement limité, parce qu'on pense immédiatement à la Switch 2 chez Nintendo. Sony a essayé des trucs. Ça n'a peut-être pas été un gros succès. Et là, Microsoft s'essaye avec ça. Il existe des consoles portables, la Steam Deck, entre autres, là, qui sont animées par Windows, le système Windows, ou par un autre système qui n'est pas nécessairement du jeu vidéo natif. Et c'est un peu ça qu'on a voulu aller chercher là, chez Rogue et chez Microsoft. C'est une console qui a plein de qualités, mais qui a aussi des gros défauts. Et rien n'illustre mieux cette dualité, n'est-ce pas, que le système Windows 11 Home qui anime cette console-là. Donc, essentiellement, c'est un ordinateur avec un écran de 7 pouces et pas de clavier. Donc, c'est vraiment, à partir de là, à vous de figurer si vous trouvez ça agréable comme configuration, parce que c'est vraiment à la base ça qu'on a entre les mains quand on achète l'appareil. Appareil qui est vendu en 2 versions, c'est important de le dire. Il y a la Rogue Ally, il y a le Xbox Ally tout court qui coûte $800. Et il y a la version que j'ai entre les mains ici, la Ally X, qui est la version la plus costaude, qui est la version qui, on me dit chez Asus, la plus populaire auprès des acheteurs qui ont fait la précommande de l'appareil. Et celle-là coûte quand même assez cher, $1,300. C'est quand même une belle mécanique, c'est quand même une bonne machine, on s'entend. Là, c'est un appareil qui vient, entre autres choses, avec un processeur Ryzen AI Z2 Extreme qui est cadencé à 2 GHz, mais qui peut monter aussi à 5 GHz quand on a besoin d'un peu plus de puissance. 24 gigaoctets de mémoire vive, 1 téraoctet de stockage. Donc, il y a quand même de quoi être très efficace, être très durable au niveau de la mécanique. C'est un écran tactile de 7 pouces de diagonale, assez rectangulaire. Là, on ne triche pas sur les proportions. Plein HD, donc 1920 par 1080 à 120 Hz. 500 nits, c'est pas super lumineux. Si vous espérez jouer avec ça dans la cour d'école et qui fait plein soleil, c'est limite, c'est pas super évident, mais c'est pas fait pour être utilisé à l'extérieur. C'est fait pour être mobile, bien sûr, mais peut-être plus à l'intérieur, ailleurs, ce qui a plus de sens. Évidemment, pour le prix, on a aussi, en fait, un ordinateur complet, si on veut, parce qu'il y a deux sorties USB-C, 2 entrées-sorties, 2 ports, bref, USB-C, grâce auquel on peut facilement brancher, ça vient un moniteur d'appoint, un clavier, une souris, tout un kit de bureau complet si on veut l'utiliser autrement que pour jouer quand on est mobile. Et ça fonctionne aussi pour du jeu vidéo. Donc, si vous jouez sur PC, sans que ce soit des PC extrêmement sophistiqués, celui-là va faire le travail la plupart du temps, même en version ordinateur de bureau. Donc, ça amortit le prix. Et sérieusement, il faut insister là-dessus si vous vous dites « Ouais, est-ce que j'ai besoin de payer $1,300 pour une console de jeu? » Ben, vous achetez vraiment un ordinateur personnel qui est en plus portable et donc qui peut devenir une console de jeu portative. Ça, c'est la théorie. Il y a une fente pour carte SD, de micro SD, donc vous pouvez évidemment, à partir de là, stocker plein d'affaires de plus que juste sur le stockage interne, parce que ça vient vite. Un téraoctet en jeu vidéo, c'est comme 3 jeux, souvent c'est même moins que ça. Donc, ça peut être nécessaire de s'équiper en carte mémoire additionnelle par la suite. Connexion Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, c'est prêt pour le futur. Il y a une batterie de 80 Wh. Ça, c'est bon pour, selon le jeu auquel vous a donné, selon l'activité que vous faites sur l'appareil, va vous donner de 2 à 4 heures d'autonomie. C'est pas beaucoup. Évidemment, si vous faites autre chose que du jeu vidéo qui est très peu, si vous faites quelque chose en fait qui est peu exigeant en termes vidéo, en termes graphiques, ben là, ça va durer un peu plus longtemps, mais un gros jeu bien prenant. Moi, j'ai renoué avec un classique. Là. J'ai sorti un vieux jeu de Wolfenstein juste pour le... En fait, ça me permet de tester parce que c'est pas un jeu très récent, c'est un jeu très moyen en termes de capacité, mais c'est un jeu assez visuel. Beaucoup de S, de Z et de J dans cette phrase-là. Mais tout ça pour dire que ça me donne à peu près 3h30. Et c'est à la fois pas beaucoup, mais en même temps très suffisant parce que je suis pas un grand joueur et jouer au-dessus d'une heure me lasse... Peut-être que j'ai une addiction au cortisol, à la cortisol, qui fait que je ne peux pas jouer plus longtemps, me concentrer sur une tâche numérique plus longtemps qu'1 heure, mais j'ai trouvé ça suffisant pour jouer. J'ai trouvé ça décevant quand après j'avais besoin de la machine et qu'il me restait plus beaucoup de batterie. Mais à partir de là, on se rebranche, on se charge évidemment et c'est reparti. C'est un appareil qui est un petit peu plus lourd que son prédécesseur. Il fait 715 grammes, ce qui est 1,5 livre. C'est pas si mal.
Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on a revu je ne vais pas dire les contrôleurs, mais les poignées, les manettes qui sont de chaque côté de l'écran pour deux raisons. On les rend un peu plus faciles à tenir, donc une meilleure préhension. Ça, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Mais elles ont aussi la forme des contrôleurs d'Xbox. Donc, on reconnaît un peu la signature visuelle du Xbox. Évidemment, on a le pavé A, B, X, Y de la Xbox et non pas triangle, rond, carré. C'est quoi le quatrième? Carré, rond, triangle. Je pense que c'est le X de PlayStation. Bref, on a vraiment visuellement là, voulu rapprocher l'appareil de l'interface ou en tout cas de l'écosystème Xbox. D'ailleurs, il y a un bouton là, Xbox, comme vous savez, avec le logo Xbox, comme le contrôleur d'Xbox normal, pour retourner au système central de l'appareil. Ça vient avec, par défaut, et là, ça devient un peu mêlant vite parce qu'il y a le Game Bar d'Xbox, il y a l'application, l'environnement jeux vidéo d'Xbox préchargé. Donc, normalement, quand on allume l'appareil, dès qu'on l'active, on tombe dans cet écosystème-là. Mais on a aussi l'écosystème Armoury Crate SE de Asus, de Rogue, qui lui aussi agit comme un concentrateur, un agrégateur de tous les jeux, de toutes les plateformes que vous avez sur l'appareil. Et évidemment, vous pouvez tricher, vu que c'est Windows, vous pouvez installer l'équivalent pour PC là, de la PlayStation App. Vous pouvez installer Steam, vous pouvez installer plein d'autres Ubisoft Connect, ce genre de plateformes-là de jeux. Vous pouvez tout d'un coup toutes les intégrer et ça devient un appareil qui fait bien plus que jouer à la Xbox. Donc, c'est un exercice soit incomplet ou plus complet, dépendamment où vous vous situez, là, parce qu'on n'a pas fermé l'écosystème. Les gens de Microsoft expliquaient au moment du lancement qu'ils voulaient créer vraiment un appareil Xbox, mais assis sur Windows pour laisser justement cette polyvalence-là encore disponible pour les gens qui en ont besoin. Et disons que c'est une approche on va féliciter Microsoft d'avoir voulu créer quand même un appareil qui est ouvert sur toutes les autres plateformes et qui n'est pas seulement centré sur la sienne. Évidemment, c'est un peu mieux organisé si on joue à des trucs Xbox, mais on s'en tire plutôt bien de façon générale. Il y a les gâchettes qui ont été revues aussi pour ressembler à celles d'une Xbox. Donc, il y a vraiment un environnement, un feel à la base qui est assez près de celui d'une Xbox. L'écran est petit pour les jeux de console, les jeux de AAA qui sont faits à grand déploiement avec des grands mondes ouverts, avec des grandes images qu'on aime regarder sur un grand écran. Ben, sur un écran de 7 pouces, c'est petit. Fait que ça, c'est un problème. Microsoft, pas Microsoft, mais Nintendo avec la Switch, évidemment, a réussi à concevoir des jeux qui se jouent très bien sur un petit écran de 8 pouces sur la Switch 2. C'est moins apparent sur la Xbox. Sur la Rogue Xbox Ally X, vous pouvez, ou Ally tout court, en fait, vous pouvez jouer aux jeux de Xbox Live, donc les jeux en ligne. Vous pouvez jouer sur les jeux de Xbox que vous pouvez acheter et télécharger sur l'appareil. Et vous pouvez aussi faire du mirroring, donc vous pouvez faire un effet miroir avec les jeux de votre... Vous pouvez jouer en fait à distance sur les jeux de votre console. Donc, si vous avez une console Xbox, par exemple, dans le sous-sol et que vous êtes en haut, ben, vous pouvez aller chercher vos jeux et jouer sur l'appareil. Donc, il y a 3 façons différentes d'accéder aux jeux d'Xbox. Donc, vous avez vraiment une expérience Xbox entière et complète dans un très petit format. Ce qui fait qu'il y a les qualités et les défauts de cette combinaison-là. C'est un appareil extrêmement polyvalent. Un appareil quand même assez puissant là, au niveau du traitement, au niveau de la capacité de faire des choses, ça va très bien. C'est un appareil qui est basé sur Windows 11, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Les réglages, la première fois qu'on l'allume, le paramétrage, c'est interminable, c'est long, c'est compliqué, c'est difficile parce qu'en plus, comme il n'y a pas de clavier physique externe, on peut en jumeler un, mais à la base, on est supposé tout faire avec les contrôleurs d'un jeu vidéo. Mon Dieu, c'est compliqué, c'est long, puis c'est... Bref, juste trouver le mot de passe pour le Wi-Fi, c'est un paquet de troubles pour rentrer là-dedans. Bref, c'est pas super... La partie mobile de Windows n'est vraiment pas gagnée d'avance, mais une fois que ça c'est fait, la partie jeu, la partie accès au jeu, vraiment bien ficelée, c'est vraiment à l'avantage, et c'est vraiment, il faut féliciter Rogue pour avoir fait toute cette partie-là. Xbox vient juste en profiter parce qu'ils ont juste essentiellement adopté ce qui est une excellente stratégie à la base. Mais effectivement, pour le prix, il faut s'en servir autrement que pour juste faire du jeu parce que ça coûte cher vite. Et puis je ne l'ai pas dit, mais c'est un truc quand même assez important. Au niveau du déverrouillage, il y a un lecteur d'empreintes sur le bouton d'alimentation, donc vous pouvez rapidement avec Windows Hello déverrouiller simplement avec votre doigt, donc ça va plus vite que de rentrer un code à chaque fois, ce qui est juste ça, est un paquet de troubles parce qu'il n'y a pas de clavier, mais c'est aussi un écran tactile, donc on peut se dépanner avec un clavier virtuel. Sinon, ben écoutez, visuellement, l'interface, il y a des couleurs, il y a des petites bagues lumineuses Adèle autour des contrôleurs, il y a du son en masse. Idéalement, vous prenez des écouteurs. Il y a d'ailleurs une sortie pour un écouteur filaire. Il y a du Bluetooth. Vous pouvez jumeler les écouteurs sans fil. Ça devient évidemment un problème au niveau du délai, au niveau du lag si vous faites ça. Mais ça, il faut voir des appareils qui sont conçus pour le jeu, qui font la job.
Donc, dans l'ensemble, et ça vient avec un petit dock qui est conçu pour la tenir debout, pour justement s'en servir comme appareil de bureau. Donc, on a vraiment une expérience, si vous me suivez depuis le début, là, qui est à la fois excitante, un peu frustrante et qui en donne vraiment pour tous les, tous les genres. Parce que c'est une belle machine qui coûte cher, qui fait bien des choses plutôt bien. Ce qui a été le fun, c'est qu'elle en fasse juste une, mais vraiment mieux que toutes les autres. Et ça, faut laisser ça à la Switch, à Nintendo. Eux, ils ont une stratégie de jeu pour une console de jeu qui est mobile, mais qui fait toute la job sur télé, sur mobile, ailleurs. Ici, on peut faire tout ça avec ça, mais on peut faire tellement d'autres choses aussi qu'on s'éparpille. C'est un peu ça le sentiment qu'on a. Et sérieusement, si on avait fait une console comme ça à la moitié du prix, avec un peu moins de quincaillerie, mais vraiment juste une vocation jeu vidéo, là, on aurait frappé un coup de circuit. Là, on a frappé un double, je vais dire ça comme ça. Il est toujours pour être dans la thématique du baseball, n'est-ce pas? Mais il faut l'essayer si vous avez l'occasion d'aller dans... Je pense que Best Buy va avoir des appareils en essai, en démo. Si vous êtes un joueur qui rêvait de jouer en Xbox en version mobile, c'est une belle machine. Et si vous avez évidemment 1 ou 2 bitcoins en trop, je dirais, pour le gang, c'est vraiment une dépense qui peut être justifiable. Mais sinon, c'est des gros sous. Si vous cherchez un appareil qui est plus jeu que bureau, mais qui fait aussi du bureau, là, vous pouvez un peu justifier le prix. Mais il faut vraiment vouloir jouer à l'Xbox ou aux jeux vidéo en mobile. Et ça, c'est une expérience assez unique, donc ça vaut la peine. C'est sûr que ça vaut la peine de se comparer aussi. On attend toujours une nouvelle Steam Deck. Il y a toujours d'autres joueurs, d'autres fabricants qui proposent ou qui pensent proposer bientôt des versions ou des plateformes ou des consoles mobiles un peu dans ce genre-là. Donc, ça vaut la peine de regarder. Mais à mon avis, celle-là, c'est en ce moment la plus complète. La Xbox Li X de Rogue. Allez voir ça. C'est tout pour nous. Sinon, c'était le gadget de la semaine. Vous avez vu, évidemment, le SEO Summit avec Pascal tout à l'heure. C'était notre édition express de la semaine. On revient la semaine prochaine avec une tasse de tech un peu plus régulière. Entre-temps, allez écouter nos archives. Abonnez-vous à notre balado sur la plateforme balado de votre choix. Et revenez-vous la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!